C'est absolument fascinant, il y a une étude qui a été faite. Les femmes se freinent lorsqu'il y a une description d'un poste si elles n'ont pas 3 qualités sur 5. L'homme, s'il a une qualité sur 5, se dit je vais la prendre lorsque je le ferai. Et donc il va être plus enclin à oser d'ailleurs recevoir un non, alors que la femme verra le non comme destructeur. Et c'est aujourd'hui ce qu'il faut mettre dans la tête de nos petites filles, qu'elles sont capables de pouvoir accéder à ce qu'elles veulent. Bonjour, je m'appelle Guila Clara Kessous, je suis artiste de l'UNESCO pour la paix et je viens aujourd'hui, en cette veille de 8 mars, vous proposer de suivre à 19 h ce séminaire qui est dédié aux voix des femmes en partenariat avec l'UNESCO et la Sorbonne, qui présentera un panel très divers de femmes qui font compter leur voix aujourd'hui. La voix des femmes est une thématique particulière. Qu'attendez-vous de cet événement ce soir ? J'attends de cet événement ce soir qu'on puisse vraiment sentir une résonance, une cohérence vis-à-vis de ces différentes voix éparses en une idée d'unité et de sororité. On aura la chance de pouvoir avoir des femmes du monde entier, des femmes aussi représentatives. Nous aurons la chance d'avoir des témoignages d'Ingrid Betancourt, par exemple, qui se présente aujourd'hui à l'élection présidentielle en Colombie. Nous aurons des romancières comme Leila Slimani ou d'anciens bâtonniers. L'idée, c'est vraiment de trouver dans ce tissu de voix quelque chose qui lui donne une cohérence, un fil rouge, pour enfin faire résonner ces voix féminines de par le monde. Des écrivains, des candidates à la présidentielle dans d'autres pays, c'est des manières justement de faire valoir sa voix. C'est de sentir la pluralité des voix féminines qui doit aujourd'hui avoir un écho plus grand dans toutes les sphères de la société. Aujourd'hui, on le voit en particulier en Afghanistan, on essaye de museler les voix des femmes parce qu'elles sont détectées comme étant dangereuses vis-à-vis d'un patriarcat qui est aujourd'hui abominable. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment essayer d'aller vers plus d'égalité, remettre l'homme au centre du jeu en lui montrant la responsabilité qu'il a aujourd'hui vis-à-vis de l'application des droits des femmes et faire en sorte que nous puissions enfin pouvoir aller ensemble vers une parité. Aujourd'hui, en 2022, on a encore dans nos sociétés occidentales de très grandes disparités, non seulement d'un point de vue salariat, par exemple, ou alors même d'accessibilité au pouvoir, mais c'est aussi des femmes qui ont subi des violences, notamment pendant la crise de la Covid. Donc on a encore une figure féminine qui reste considérée comme être de seconde classe. Il faut prendre cette possibilité pour essayer d'aller plus loin dans le fait d'accéder en 2022 à une société plus juste, tout simplement, plus juste. Selon certains sociologues, il y a une pensée qui est intéressante par rapport à la question de la place de la femme dans la société, c'est que les hommes ont une plus grande appétence pour les places de pouvoir ou ce genre de choses que les femmes. Est-ce que du coup les femmes pâtissent de ça ensuite? C'est-à-dire qu'en fait, je vais devenir femme par rapport à l'image que l'on va me renvoyer, à l'image sociétale qu'on va me renvoyer. Plus je vais grandir, plus on va me dire qu'il faut que j'aime le rose, qu'il faut que je m'occupe de poupées, que je puisse essayer d'être gentille, d'être sage et d'être plus intelligente et donc de me taire. Or, cette idée du care, elle enferme et pour moi, elle est très pernicieuse. L'accessibilité au pouvoir, et on le voit dans des pays nordiques qui ont d'autres problématiques, mais qui n'ont pas cette problématique vis-à-vis du pouvoir. On peut accéder au pouvoir de façon beaucoup plus normale parce que les femmes étaient vikings, les femmes allaient à la guerre, les femmes ne prenaient pas cette espèce de question du genre comme un frein, au contraire, à ce qu'elles pouvaient faire. Et c'est aujourd'hui ce qu'il faut mettre dans la tête de nos petites filles, qu'elles sont capables de pouvoir accéder à ce qu'elles veulent, elles peuvent accéder à différents postes de pouvoir et bien entendu, il faut pour ça des hommes en responsabilité qui puissent les épauler, qui puissent les engager, les aider à pouvoir être dans les postes qui aujourd'hui sont des postes clés. Vous pensez que le fait que l'on voit les femmes aller plus dans ces métiers du care, parce que c'est le cas encore aujourd'hui, c'est un manque aujourd'hui de « ok, je peux le faire aussi, je peux aller faire ces études qui me permettront d'avoir, je peux vouloir cela ». Alors c'est vraiment une pièce à deux faces, hein. C'est-à-dire qu'on a le côté de syndrome de l'imposteur que la femme a, avec le symptôme de la bonne élève, il faut qu'elle soit bonne, très qualifiée et très douée dans ce qu'elle fait. Donc c'est vraiment ce symptôme de la bonne élève où, par son perfectionnisme, la femme n'oserait pas accéder à des postes tant qu'elle ne vérifie pas de checker toutes les qualités, ce qu'un homme ne fait pas. C'est absolument fascinant, il y a une étude qui a été faite qui montre combien les femmes se freinent lorsqu'il y a une description d'un poste si elles n'ont pas 3 qualités sur 5. L'homme, s'il a une qualité sur 5, se dit je vais la prendre lorsque je le ferai. Et donc il va être plus enclin à oser d'ailleurs recevoir un non,
face à, on va dire, un métier auquel il essaye de postuler, alors que la femme verra le nom comme destructeur. Même au plus haut niveau pyramidal d'entreprise, j'ai pu voir des dirigeantes douter ou dire « Ah, j'ai eu beaucoup de chance ». J'ai eu beaucoup de chance pour accéder. Donc, en mettant de côté tout le travail et tout l'effort qu'elles ont pu faire. Vous êtes à la fois dans la critique, mais en même temps force de proposition, parce que vous parlez de cette éducation. Alors, allons dans cette initiative de pensée. Comment est-ce qu'on peut mettre ces éducations en place, également en France, pour pousser les femmes et les petites filles à pouvoir aller oser, justement? C'est vraiment enlever ce paradigme du perfectionnisme. Là aussi, ça se fait en parlant aux femmes, en parlant aux hommes et en parlant dans la famille, l'école publique. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. J'ai la chance d'avoir des enfants et je vois que si jamais, par ma volonté féministe, j'ose mettre quelque chose de rose chez mon petit garçon qui a 5 ans, je sais qu'il va en souffrir par des colibés, des petits noms qu'il va recevoir lorsqu'il va aller en classe. Aujourd'hui, l'école publique n'est pas prête à pouvoir accéder à cette acceptation vis-à-vis des genres. Donc, l'idée, c'est déjà de mettre de côté la question de ce qui va être l'annulation des genres, parce qu'on pense bien sûr que quand on parle de l'égalité, il va falloir immédiatement parler de ouvrir la question du genre. Moi, je pense qu'il n'y a pas de théorie du genre. Je pense qu'il faut pouvoir essayer de montrer à l'école publique et dans les crèches qu'on peut ne pas donner un camion de pompiers uniquement aux petits garçons et une poupée aux filles. On peut proposer aux enfants de jouer à ce qu'ils veulent au niveau des jouets. Rien que ça, ce sera un vrai travail de shift mental dans la préparation à la société. Et puis ensuite, faire des programmes aussi de leadership au féminin pour que les femmes gagnent en termes de courage et puis d'affirmation de soi. Faire des programmes aussi au niveau des hommes, parce que ce qui est formidable, c'est qu'au niveau des hommes, il y a aussi beaucoup d'hommes qui ne savent pas, lorsqu'ils voient les chiffres au niveau de la violence, au niveau de différences salariales, tout d'un coup, ils découvrent quelque chose. Donc, et quelquefois, on retrouve des blagues machistes dans un contexte professionnel et les hommes ne se rendent même pas compte quelquefois qu'ils le font. Donc oui, il y a une hypocrisie, mais il y a aussi un manque d'information. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de l'information au niveau masculin. Il y a un travail à faire au niveau du boost de la confiance en soi au niveau féminin pour qu'enfin ces deux visages puissent se parler et avancer ensemble. Aujourd'hui, au niveau non seulement humanitaire, mais au niveau immunitaire, on a d'autres choses à faire que de continuer à parler de genre. Et malheureusement, eh bien, la société en crève encore aujourd'hui. Une dernière question avant de conclure l'entretien. Vous êtes également coach en leadership à côté. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de vos expériences que vous avez vues qui ont pu débloquer justement des mécanismes de pensée chez les femmes? J'ai pu voir des choses très intéressantes, en particulier lorsque on fait ce travail sur le fait d'oser dire non. Donc on a des ateliers où les femmes osent pouvoir dire non. Déjà, elles ont cette acception que le non est un gros mot. Parce que dès petites, elles ont entendu de ne pas contredire. Donc le fait de dire non, généralement, elles ont l'habitude de dire non, désolé, non, je m'excuse. Et ce non, même s'il il doit être vécu comme étant poli, il faut qu'il soit justifié, mais sans s'excuser. Autre chose, on se rend compte que pour certaines femmes, c'est plus difficile de recevoir un compliment que de recevoir une critique. Et ça, c'est absolument merveilleux. Vous avez des personnes, lorsque on va leur proposer même de se présenter positivement, vont commencer à rougir en disant « Ah non, non, c'est pas moi », alors qu'elles ne font que dire la vérité. Donc des femmes qui reçoivent des compliments ou qui sont incapables de pouvoir dire des choses positives sur elles, parce que tout d'un coup, elles se disent « Mais je me venge, comment dirais-je, je me la ramène, je parle de moi en bien, ça devrait pas être moi qui fais ça ». Donc il y a ce sentiment terrible. Et elles sont plus à l'aise avec de la critique qu'avec des compliments, mais des compliments qui sont sincères. Donc c'est vraiment un énorme travail, à la fois de confiance en soi, d'auto-légitimité qu'il faut retrouver, qu'on peut trouver grâce à des ateliers. Ce qui marche le mieux pour les personnes qui nous voient et qui veulent essayer, c'est vraiment des jeux de rôle. C'est-à-dire, si vous trouvez un meilleur ami ou quelqu'un de confiance, quoi qu'il arrive, il faut que le cadre soit confidentiel, proposez-lui, si vous avez par exemple à renégocier votre salaire, qu'il joue le rôle du patron et entraînez-vous. Et allez jusqu'à inverser les rôles et essayez de répéter comme ça le réel pour que le jour où vous aurez à négocier, vous aurez d'une certaine manière déjà un avant-goût de déjà vu.